Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct dans le ZCL News. Nous sommes à Canal 10 comme d'habitude et aussi à la radio en RHT et sur C10 FM. On vous salue tous, vous qui êtes avec nous, chaque midi jusqu'à 14h. Aujourd'hui, le proverbe du jour, en Kabazotli en créole, c'est en créolier, t'étais pas gens trop lourd pour l'estomac. Alors, si vous ne pas comprendre ce que ça veut dire, alors je vous donne la traduction. Chacun est apte à supporter le poids de ses malheurs. Eh bien justement, on va parler de malheur ou de bonheur, de toute façon, puisqu'on a un spécialiste de la chose, M. Franck Lurel, bonjour. Bonjour. Il est thanatologue, c'est gérant des pompes funèbres Lurel. Il va tout à l'heure avec lui, on va parler de ce travail, c'est un vrai travail funéraire et qui se fait de mieux en mieux. C'est la raison pour laquelle il est avec nous. Nous aurons aussi un peu plus tard Les Couseliens, hein, c'est un artiste peintre mais aussi conteur. Avec lui, on fera un petit peu le point. Et puis comme chaque mardi, deuxième mardi du mois, on aura Madame Aline Mugerin, chroniqueuse de En nous prend tant garder nous. C'est une opticienne qui va nous parler un petit peu des yeux, du regard, des lunettes aussi. Puis on va terminer avec Noémie Mille, la chronique, je dépose ça là. Sinon l'actualité, vous savez, c'est la semaine de la presse à l'école, organisée chaque année par le Clémy. À Kouramayeko, Nicolas Thier, allez voir comment ça s'organisait. On verra un peu les réactions des enfants devant les médias. Projet Caribix, qu'est-ce que c'est? À la région va vous le dire, puisque Grégory Lab, c'était hier à ce webinaire qui s'est déroulé au Caribix. Et puis aussi, dimanche dernier, il y avait un séminaire business avec la méthode 5-4-3-2-1. On avait reçu la responsable de ce séminaire ici la semaine dernière. On fera un petit peu le point avec elle. Et puis, cette clé pour activer ton feu sacré, c'est de Siana Docho. C'est une écrivaine qui vient de sortir un ouvrage, Activer son feu sacré. C'est une coach. On fera le point. Voilà les titres de l'actu. On vous remercie d'être avec nous. Et je vous l'ai dit, on va parler de mortuaire. On nous parle à Toussaint, mais c'est mon camo, pas seulement pour la Toussaint. Donc, c'est la raison pour laquelle on a invité M. Franck Lurel pour nous parler un petit peu de son travail funéraire. Alors, M. Lurel, première chose, quand vous avez décidé, à quel moment vous avez décidé d'entrer dans cette fonction? J'étais ambulancier. Ah, au départ, vous étiez ambulancier. C'était pas très loin. C'était pas très loin. C'était pas très loin. Oui. Et justement, lors des interventions en ambulance, on a eu à être confronté à la mort. Oui, bien sûr. Et comme j'aime toujours innover, faire autre chose, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et j'ai cherché. Mais je ne voulais pas faire ce que tout le monde, ce qui est courant. Alors je voulais me lancer soit dans une boîte de nuit. Carrément. Carrément. Oui. Ou dans des entreprises de pompes funèbres. D'accord. Mais comme mes parents n'étaient pas trop d'accord... pour la boîte de nuit. Boîte de nuit. Donc, parce que c'est une question de boîte. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai bien compris. Donc, j'ai décidé de faire le funéraire. Oui. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je suis parti au salon du funéraire, puisque mon père faisait le transport, il n'était pas dans le domaine du funéraire. Oui. J'avais aucun parent là-dedans. Oui. Et c'est comme ça que j'ai été formé et j'ai décidé de créer une entreprise. Alors, quand on fait le funéraire, il faut avoir le cœur solide et ne pas pleurer chaque seconde. Parce que quand même, voir défiler, je veux dire, des morts ou des cadavres tous les jours, ça ne donne pas envie de sauter de joie ni de rire quand même. Alors, contrairement à ce qu'on pense, hein, les personnes qui sont dans le domaine du funéraire, justement, ce sont des gens qui sont très joyeux. Ah bon? On est toujours en train de faire des blagues. Ah bon? Ah oui. Ce ne sont pas des gens de marbre, hein. Ce sont des gens justement qui ont le cœur sous la main. Ce sont des gens qui, voilà, on rigole, on fait des blagues. Pourquoi c'est pour cacher la détresse Non, peut-être ce sont un psychologue qui pourrait dire, hein, mais contrairement, puisque justement on voit les gens qui pleurent, on les accompagne, oui. Eh bien, il faut peut-être trouver la petite touche qui leur permet de sourire. De dédramatiser ce côté-là, justement. C'est un peu ma réputation, hein. Lurel, ou toujours une petite blague pour détendre nous, pour faire nous rire. Effectivement, je confirme. Voilà. Et donc, bon, alors, on va prendre un petit peu, on va entrer dans le cœur du métier. Aujourd'hui, entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui, il y a une grande transformation de ce métier. J'ai grandi du côté de... J'habitais à Bastère, près de Balthus. Ah oui, les pompes funèbres à l'époque, où je voyais des gens raboter les cercueils. Il y a du café, même il y a du café, ces cercueils-là. Ça ne se fait plus en Guadeloupe.
Ça ne se fait plus. Oui. Tous les cercueils, ils sont importés. Carrément. D'Hongrie, d'Italie, de France, voilà. Pourquoi il n'y a pas d'artisans capables de faire des cercueils en C'est que la Guadeloupe? main-d'œuvre est tellement devenue chère, Oui. donc ça ne vaut plus le coup. Et puis, bon, il y a des normes à respecter, des épaisseurs de cercueil. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quel bois et faire un cercueil. Oui. Voilà, parce qu'il y a la résistance qui rentre en jeu. D'accord. Donc, on ne trouve pas d'artisans. Ça peut arriver si on a un problème, Oui. mais c'est rare, c'est vraiment rare. C'est-à-dire, il y a plus de gens, comme je disais, comme Balthus, qui faisaient, qui fabriquaient Non, on n'en fini, trouve ça. plus, pas On du n'en tout. trouve plus. Ouais. Et donc, tous les funéraires, en fait, tous les tatanologues en Guadeloupe importent les cercueils. Alors, oui, mais on ne produit rien en Guadeloupe. Oui. Donc, tout est importé. Oui. Les produits, les cercueils, enfin, tout ce qui donne, les corbillards, tout est importé. Enfin, Pour le on va corbillard, parler. on peut comprendre. Pour le même, on a réussi à fabriquer un corbillard, la moto corbillard. Moto corbillard? Oui. On a C'est-à-dire? justement, j'ai fait parvenir les photos, la moto Oui, on va voir ça tout à l'heure. fabriquée en Guadeloupe, c'est Oui. nous, chez nous, Un moto. avec un artisan Oui. menuisier conçu ici. D'accord. Alors, l'autre chose, quand quelqu'un, enfin, un client arrive chez vous, dit, bon, voilà, j'ai un décès, comment ça s'organise concrètement? Alors, un décès peut avoir lieu à domicile Oui. ou à l'hôpital. Maintenant, si c'est sous la voie publique, C'est un accident. ça reste de la compétence de la police et de la gendarmerie. Oui. Bon. Lorsque la famille a un décès à domicile, par exemple, ils nous appellent. Et là, on prend le contact, on demande les renseignements. Est-ce que le médecin est déjà venu? Est-ce qu'il a constaté le décès? Parce que tant que le médecin n'a pas constaté le décès, Oui. nous n'avons pas le droit de toucher à la dépouille. Même si la personne est effectivement décédée, déjà morte, Il faut obligatoirement Un qu'un acte de médecin décès. constate le décès. Une fois que le médecin a constaté le décès, il délivre le certificat de décès. Et à ce moment-là, la famille nous appelle, on récupère la dépouille, oui. on l'emmène dans notre établissement, et là, après, on rencontre la famille au bureau pour pouvoir organiser l'ensemble des funérailles. Oui, C'est la alors, première étape. C'est la première étape. Alors qu'est-ce qu'il y a? On choisit d'abord le cercueil. Alors, Qu'est-ce qu'on choisit d'abord? déjà, on remplit les papiers. Oui. Le bon pour pouvoir. Parce D'accord. que la famille nous autorise à organiser les funérailles. Oui. Donc, bon pour pouvoir, on réclame pour enregistrer un décès, il faut obligatoirement un extrait d'acte de naissance Oui. ou la copie du livret de famille. Parce que enregistrer un décès à l'état civil, il faut avoir les bons renseignements, parce que si l'orthographe ne correspond pas à la personne qui est décédée, dans son nom, dans son prénom et autres, eh bien, ça peut causer des problèmes. Ça veut dire que la personne qui est décédée n'est pas la personne qui est décédée, qui vivait, quoi. Oui. Donc, il faut obligatoirement avoir ces pièces-là, l'extrait d'acte de naissance, qui dit, dans notre vie, notre vie est réglée par un extrait d'acte de naissance. Okay. Parce que, quelles que soient les démarches que nous avons à faire, il faut cette pièce-là. Eh bien, pour le décès, c'est pareil. Et après le décès, ce sont les extraits d'actes de décès qui permettent aux familles d'entamer les démarches, les successions. Les démarches officielles, quoi, administratives. Voilà, oui. dans les 6 mois après le décès. Oui. Donc, le notaire, toutes les pièces réclamées, Oui. ça va être cette pièce-là. Maintenant, le livret de famille, parce qu'il faut aussi le mettre à jour. Oui. Bon, maintenant, s'il n'y a pas de livret de famille, toujours l'extrait d'acte de naissance. Alors, l'autre aspect, on va revenir là-dessus parce que c'est aussi important. Quand vous avez pris la dépouille mortelle, il y a un traitement qui est fait. Si la personne a été accidentée, enfin, etc., ou est morte dans des conditions, le corps et le visage est déformé, enfin, des choses comme ça. Alors, c'est tout le travail là, de laboratoire, j'ai envie de dire. Exact. Alors, il y a plusieurs intervenants dans le domaine du funéraire. La personne est emmenée dans notre laboratoire, notre salle d'autopsie. Le thanatopracteur, à ce moment-là,
une fois que la famille nous a donné l'autorisation, parce qu'avant, on demandait des autorisations au niveau de l'état civil, du maire, parce que les choses ont évolué depuis. Maintenant, on déclare. Donc, la famille nous donne l'autorisation de faire des soins de conservation au corps. Qu'est-ce que vous appelez soins de conservation? Alors, les soins de conservation, la thanatopraxie, en gros, thanatos, Dieu de la mort, Oui. axie, action sur la mort. Ralentir le processus de décomposition du corps. D'accord. Donc, le but du soin, c'est une injection artérielle et on récupère le surplus pour permettre au corps qu'il soit désinfecté, conservé, réhydraté, de manière qu'il puisse être conservé dans les meilleures conditions, afin de permettre à la famille de faire leur deuil. Donc maintenant, beaucoup d'entreprises proposent ce service. Ça permet de laisser le cercueil ouvert. Et là, il n'y a aucun risque pour les parents. Ils peuvent voir, ils peuvent toucher leur corps. À ce moment-là, le processus de deuil commence. Mais ce travail, ça ressemble à une momification? Tout à fait. Oui. À l'époque, c'était avec les Égyptiens. Oui, c'est les Égyptiens qui ont Maintenant, commencé les momies. Oui. Voilà, c'est à base de formol nos produits jusqu'à ce qu'on ait un produit bio. Pour l'instant, c'est à base de formol que le traitement se fait. Et le corps peut rester en état visible pendant combien de temps? Parce que je prends le cas de parents décédés et il y a des parents qui sortent de l'étranger et qui veulent venir. Combien de jours vous pouvez, avec ces produits-là, conserver le corps de façon visible? Alors, par retour d'expérience, nous avons fait un soin sur un défunt. Nous avons procédé à son inhumation. Ah bon? Un mois après, nous avons transféré ce dépouille dans un autre caveau, pas une odeur. Ça veut dire que le traitement avait bien tenu. Un mois, il a tenu un mois. Un mois. Oui. Alors, on a des retours aussi. Lorsqu'on fait un rapatriement de corps en Haïti, Oui. eh bien, 20 jours, 3 semaines après, le corps ne bouge pas. D'accord. Donc, voilà, maintenant, tout dépend du thanato aussi qui intervient. Alors, il peut faire un simple soin avec très peu de dosage, Oui. mais si on fait un embaumement correctement, ben, le corps peut tenir longtemps. Oui. Et vous avez aussi la possibilité de rendre la dépouille présentable? Quand, par exemple, vous savez, quand par exemple, quelqu'un meurt d'un infarctus, le visage est transformé. Mais justement, c'est ça le but du soin, de permettre... Pour relâcher tous les muscles. Voilà, pour que le corps soit détendu, présentable à la famille, ce qu'on appelle, on enlève le masque de la mort. Voilà. Parce que lorsqu'une personne décède, le masque de la mort intervient et après il s'en va. Oui. Donc notre rôle, justement, c'est de permettre que le défunt soit présentable. Et par exemple, lorsqu'on a un corps où il y a eu un accident, eh bien, on fait de la restauration faciale. De la restauration faciale? La restauration faciale. Ouais. Donc, avec des produits, et ça peut demander, ça prend du temps. J'imagine. 3 heures de temps, des fois 4 heures de temps. Les moutards, lorsqu'il faut restaurer un corps, ça demande du temps. Et après, la famille, elle est satisfaite. Il faut les membres qui sont détachés du corps, il faut les remettre en place. Il faut les remettre en place, oui. Voilà. Donc ça demande, ça demande beaucoup précis, de temps. Ça, c'est un travail très précis, ça. Ah oui, ça demande une précision. Il faut être pointu. Oui. Il faut aimer ce qu'on fait. Maintenant, alors nous étions que des hommes avant. Maintenant, ça commence à être féminisé. Oui. Il y a des femmes qui... Il y a des femmes qui pratiquent et elles le font avec beaucoup d'amour. Donc... Alors, l'autre question qui se pose, c'est le prix de la mort. Alors, on voit là un cercueil, mais tout à l'heure, on a vu plusieurs catégories de cercueils. C'est-à-dire que plus on est riche, plus on a un cercueil de qualité, c'est ce que ça veut dire. Ou bien est-ce qu'on peut prendre des cercueils de couleur? Enfin, parce que je vois là un cercueil de couleur, il y a un bleu, un beige. Le cercueil traditionnel qu'on connaissait en vernis comme ça, c'est plus à la mode. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on propose à la famille de ce qu'elle souhaite. On leur demande ce qu'elle... Alors, on dédramatise la mort. Le cercueil, il y a des cercueils bleus. C'est un cercueil de Paris Saint-Germain, je vois là.
Où tu as vu un cercueil de Baruch? Mais oui, je vois bien, c'est bien ça. Hein. Alors, c'est un cercueil que nous avons fait faire à l'inspiration. Voilà, là, c'est un cercueil qui est personnalisé. Mais oui, c'est bien le maillot du PSG que je vois sur le cercueil. Ah ben c'est un gars qui était fan des PFG. Ah, donc, on nous a demandé de reproduire cette photo-là. Donc, on personnalise les cercueils. Celui-là, c'était un motard. Donc, la famille vous donne une photo, ils vous disent, bon, voilà, on souhaite ça. C'est le dernier but qui a été aimé. Voilà, c'est ça qui a été aimé. Donc, on fait ce qu'on nous demande de faire. Là, ce modèle-là, on a dit à l'artiste, parce que c'est un artiste, fais ce que tu as envie, exprime-toi. Et il nous a fait cette proposition. Polycolore, ça. Voilà. Donc, maintenant, c'est son inspiration, donc c'est lui qui pourrait nous dire exactement ce que ça représente. Alors, autre chose, on va revenir sur le prix de la mort, mais quand par exemple quelqu'un meurt dans une des îles, à terre de bas, terre de haut, etc., comment ça se passe? Alors, lorsque quelqu'un décède, il faut intervenir sur place. Ah, c'est vous qui vous rendez sur place? Oui. Oui. On prépare le corps, on emmène tout ce qu'il faut sur place, on fait la mise en bière et on fait les funérailles. Donc on monte avec une navette et on va intervenir sur place. C'est pas l'inverse, on ne prend pas des corps dans des îles pour les ramener ici. Si la dépouille est décédée sur le territoire de la Guadeloupe, donc on prépare le défunt, on fait la mise en bière et à ce moment-là on rapatrie le corps aux Saintes. Maintenant, si c'est aux Saintes, on ne va pas le rapatrier en Guadeloupe pour le ramener aux Saintes. D'accord. On fait le nécessaire sur place. Alors, je revenais donc sur le prix de la mort. Globalement, le plus bas prix pour des funérailles, c'est quoi à peu près? C'est quelque chose qu'on n'aime pas parler de prix. Je sais, mais... Parce que ça n'engage que moi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des prestations qui sont obligatoires et des prestations qui sont facultatives. Le législateur, il a fait les choses, on va dire, au mieux. Donc, c'est le cercueil, les 4 poignées, une cuvette étanche, le véhicule, le caveau. La musique? Non, ça, ce sont des prestations. La musique, c'est facultatif. Voilà, donc c'est le législateur qui a prévu les prestations obligatoires et les prestations facultatives. Tout ce qui est capiton, tout ce qui est cérémonie, tout ça, c'est facultatif. Même le cercueil en couleur, comme on voit, c'est facultatif. C'est facultatif. C'est un cercueil, on ne vous dit pas qu'il doit être ni verni, c'est un cercueil, 4 poignées et une cuvette étanche. Donc voilà, c'est des prestations obligatoires. Bon, maintenant, il y a des prestations qui sont obligatoires dans d'autres domaines. Si, par exemple, la personne décède d'une maladie contagieuse et qu'il faut un zinc. Voilà, donc c'est dans un autre cadre. Ça reste obligatoire. Maintenant, si un corps doit être rapatrié en métropole, voire ailleurs, à ce moment-là, le soin de conservation, si c'est dans un autre pays, est obligatoire, le zinc, le filtre épurateur. Donc, voilà, ça dépend du cas de figure. Dans lequel on se retrouve. Alors, le prix des funérailles, ne sont pas chers. Ça dépend. La prestation, je veux dire. Alors, la prestation, ça demande beaucoup. Il y a le corbillard, il y a le personnel. S'il faut récupérer le corps à l'hôpital, c'est un véhicule spécifique. Ça s'appelle un véhicule de transport de corps avant mise en bière. Donc, c'est des prestations, c'est un tout. Pour faire un enterrement, une seule personne ne peut pas faire un enterrement, il faut être 2, 3. Donc tout a un coût. Maintenant, il y a des fourchettes de prix, ça dépend de la famille, de ce qu'elle souhaite pour son défunt. Est-ce que les Guadeloupéens aujourd'hui demandent beaucoup de prestations, on va dire? Ah oui, mais les gens demandent de plus en plus avec le Covid. On a remarqué maintenant, ceux qui sont en France veulent suivre les funérailles. Donc, il faut des liaisons Internet. Oui, à distance. Donc, les familles demandent pas mal de avez-vous pour faire des photos? Il y en a qui font des films. Des vidéos. Bon, maintenant, les veillées, ça a un peu diminué parce qu'avec la situation du Covid. Donc, les familles ont des exigences. Une plus belle corbillard là. Donc, bon, on va payer prix là aussi. On va payer prix là, c'est normal parce que le corbillard a un coût. Aujourd'hui, un corbillard qui coûte 200 et quelques mille euros. Le corbillard qu'on vient de voir, on a par exemple
je ne sais pas lequel, mais enfin, il y en a qui sont... Celui-là. Ah ben ça, neuf, ça vous coûte dans les 5 et quelques mille euros. Ah, mais il y a quand même il y a des véhicules qui sont sur le territoire qui valent 200 000 euros. Donc il faut rentabiliser, il faut l'amortir. Donc ça a un coût. Alors, l'autre question, est-ce que depuis la Covid, le métier, enfin je veux dire, ça tourne plus, on va dire ça comme ça? Vu le nombre de décès qu'il y a eu, est-ce qu'il y a une pente ascendante au nombre de décès par rapport aux autres années? Je parle de chez vous, hein, je ne parle pas en général, je parle de chez vous. Est-ce qu'il y a une demande plus importante? Oui, la demande a été plus importante. Il y a eu un nombre de décès, il fallait faire face à cette demande. Donc, effectivement, maintenant, ça s'est un peu calmé. Oui. C'est normal, la pandémie commence à s'éclipser, on va dire ça comme ça. Donc, le nombre de décès a diminué. Oui. Mais ce fut pendant la période-là, c'était difficile. Alors, est-ce que, on arrive pratiquement à la fin, on a fait près d'une demi-heure, mais c'est important. Est-ce que du fait que vous pratiquez ce métier, vous vous rendez compte que la veillée traditionnelle a disparu? Je ne parle pas de la période de pandémie où il y a eu des gestes barrières, etc. Mais d'une manière générale, depuis que vous faites ce métier, est-ce que les veillées qu'on faisait, on a fait veiller, quand on vient manger soupa, ou qu'on a dit, ils font un coup de tambour, etc. Est-ce que ça a disparu en Guadeloupe ou bien ça a disparu? Alors, ça a disparu, puisque pandémie, couvre-feu, on ne peut pas faire... Mais en dehors de ces périodes-là? Avant la pandémie. En dehors de ces périodes-là, la veillée, elle existe. Oui. Et certains coins en Guadeloupe où il y a des conteurs, des chanteurs, ça vit, c'est une vie. Quel est le rapport qu'il y a avec vous, avec le professionnel? C'est-à-dire que quand il y a une veillée, il faut porter le corps chez l'habitant, parce que quelquefois on fait de plus en plus de veillées, enfin autour de la dépouille chez les funéraires, mais est-ce que c'est vous qui portez à ce moment-là le cercueil chez l'habitant? Alors, selon les désirs de la famille, la veillée peut avoir lieu à domicile. Oui. D'accord? Et là, à ce moment-là, on emmène le corps à domicile. Oui. Pour permettre le cercueil ouvert ou le cercueil fermé. Le cercueil reste ouvert à ce moment-là? Oui, selon les délais, le cercueil reste ouvert. Oui. Donc, la famille organise sa veillée, le repas, la boisson. Donc, il y a un relais qui se fait au domicile pour veiller le corps. D'accord. Puisqu'il faut veiller le corps. Il faut veiller le corps quand même. Il faut veiller le corps. C'est une contrainte. Oui. Et il y a aussi la possibilité au salon funéraire de faire aussi les veillées. Oui. On peut faire une veillée au salon funéraire? Oui, même avec soupe et compagnie. Tout à fait. Les entreprises sont dotées de bars, ce qui permet à la famille de venir selon l'entreprise, bien sûr. Mais enfin, en général, presque toutes les entreprises. Chez Nouvelle, on peut le faire. Oui, on vient avec les gros canaris, riz, poisson, pollo, voilà, qui a cochon. Et les gens peuvent faire leur vie. Alors, ils ne vont pas rester toute la nuit parce que c'est fatigant. Oui. Mais c'est jusqu'à 1h du matin. 1h du matin quand même. Voilà. Oui. Alors maintenant, on évite d'aller jusqu'au petit matin parce que après c'est un problème de sécurité. Oui. Parce que s'il n'y a personne ou il n'y a pas grand monde qui reste à 4h du matin et qui a avec les agressions ou quelqu'un arrive, voilà, donc c'est un problème de sécurité. Donc arrivé à une certaine heure, on ferme, la famille part se reposer et revient le lendemain. Une dernière chose, c'est quelque chose qui était traditionnel. Est-ce que vous avez remarqué quand vous allez, par exemple, chez un défunt, qu'on fait comme autrefois, il faut fermer toutes ces miroirs-là, toute glace qu'a couvert? Parce que quand il faut aller au monde mort, il faut couvrir toute glace. Est-ce que vous connaissez ça? Alors, oui, j'ai connu ça. Les anciens disent que c'est pour que le miroir reflète le défunt et en même temps garde la mémoire. Oui. Donc, pour éviter que vous voyez mort là, à glace là, on recouvre avec... On fait ça toujours? Oui. Dans les maisons des anciens, là, j'ai un décès à domicile. Je dis, ne dénaturez pas la maison. Oui. Bon, ben, seulement le miroir, il le recouvre. Oui. Mais on laisse l'intérieur de la maison telle qu'elle est. Oui. Ça permet que le défunt se retrouve chez lui. On n'enlève pas tout. Et on fait en sorte que la galerie, la véranda, le côté extérieur, la vie à ce moment-là va se faire sur cette partie de cette maison.
Une dernière chose, Monsieur Lurel, les gens qui ne sont pas guadeloupéens, je par exemple les Haïtiens, est-ce qu'ils ont les mêmes rites que nous dans la mortalité? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, on est obligé de faire comprendre à certaines personnes que on nous demande de mettre des choses dans le cercueil. Ah bon? Et oui, chacun sa culture. Son rite, quoi. Voilà, sa culture, les rites. Donc, nous, on est obligé de refuser parce que, par exemple, un cercueil qui part en Haïti, Oui. il doit passer dans un sas de sécurité à l'aéroport. Voir quelque chose enveloppé dans du panier aluminium, ça peut attirer l'attention et à ce moment-là, on demande l'ouverture du cercueil. Donc ça arrive qu'on nous demande de mettre un certain nombre de choses, mais on évite, on refuse. Enfin, chez nous, vous refusez? On refuse. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais nous, on refuse. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi exactement. Ah, ils ne disent pas c'est quoi? Ah ben non, ils ne peuvent pas vous dire. Ils ne peuvent pas dire. Alors, il vaut mieux protéger un peu tout le monde. D'accord. Mais faut alors, ce ne sont pas que les Haïtiens. Oui. Ça ne veut pas dire, attention, hein, ça ne veut pas dire que la communauté haïtienne, ça peut être des gens qui sont... Ça peut être quelque chose de simple, hein, mais comme on ne sait pas, on évite. Mais parce que le cercueil aussi, lorsqu'il arrive en Haïti, par exemple, il est ouvert. Aussi, d'accord. Donc ça, c'est des cultures. Bon. Il y a d'autres ailleurs où ils vous demandent de mettre la photo de la famille. Hein, dans le cercueil? Dans le cercueil, dans les mains du défunt. On peut vous accepter ça? Alors là, ça n'engage que si tous les membres de la famille là et acceptent, bon, on ne va pas s'opposer. Bon, si ce n'est qu'une photo. Maintenant, ça dépend du regard que portent ces gens sur la mort, la relation avec la mort. Oui. Puisque aux Philippines, il y a un cimetière où les gens vivent avec les défunts, ils dorment avec, ils font de la pédicure, voilà. C'est encore notre relation avec la mort. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là, non? Ah ben parce que la France ne le permet pas. D'accord. Mais dans d'autres pays, on retient la preuve, aux Philippines, ça existe. Eh bien, Franck Lurel, merci d'être venu nous dire ça avec autant d'humour, quand même, parce que c'est quelque chose de grave et vous avez gardé le sourire pendant toute l'émission. C'est moi. Merci de m'avoir convié. Merci de nous permettre d'échanger. Hein. Eh bien, c'est nécessaire, parce que tout le monde est mort. Et oui, mais il faut nous toutes morts. Nous toutes morts, il faut savoir qui ça va passer. C'est la raison pour laquelle nous invitons aujourd'hui. Voilà, il est 13h02. On remercie Franck Lurel. On prend tout de suite la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Bien voilà, 13h08, retour sur le plateau du ZCL News. Le proverbe du jour, pour les gens qui n'ont pas poigné au départ, t'étais pas gens trop lourd pour l'estomac. Chacun est apte à supporter les poids de ses malheurs. Et nous, quand on se voit les causes du lien, certains qu'on connaît le proverbe là, ça. T'étais pas gens trop lourd pour l'estomac. T'étais pas gens trop lourd pour l'estomac, et quand tu d'après t'étais ou quand tu as eu soutien. Ah, c'est d'après Tété ou quand tu as eu soutien. Ou compléter. Voilà. Merci en tout cas. Nous recevons les cousins qui ne viennent pas aujourd'hui pour des comptes, puisqu'il n'y a pas un qui compte des cafés, nous avons découvert notre aspect à personnalité. Mais avant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la semaine de la presse à l'école. Comme chaque année, les médias vont dans les écoles pour permettre aux enfants de comprendre un petit peu le système médiatique. Et cette semaine, c'était à l'école Kouramayeko que Nicolas s'est rendu. On regarde son reportage, c'est parti. La bibliothèque multimédia Paul Madou, c'est une action qu'on est amené à faire chaque année. Et cette année, c'est la 33e année de la semaine de la presse à l'école. Il y a une thématique, c'est s'informer pour comprendre le monde. Donc en fait, nous, on s'est arrêté avec une classe, de façon à faire venir deux journalistes, de façon à ce qu'ils développent avec les enfants leur métier. Pour moi, c'est très important de revenir du coup au sein des établissements pour partager mon expérience et partager ma passion. Donc c'est pour ça que j'ai accepté cette invitation. Ça m'intéressait beaucoup parce que j'aimais savoir leur métier et je les trouve, ils sont gentils. Ils veulent savoir ce qu'on pense de leur métier. J'ai posé ces questions pour vraiment savoir c'est quoi le but de leur métier.
Ils étaient un petit peu timides. Nous leur avons expliqué les différents métiers qui existent dans les médias. Et maintenant, ils posent des questions et ils commencent aussi à dire qu'ils aimeraient bien travailler dans les médias. D'ailleurs, certains aimeraient être cadreurs parce que ça leur plaît d'avoir la caméra et d'aller filmer ce qui se passe. Donc là, visiblement, c'est un métier qu'ils connaissaient très mal. Ils connaissaient surtout le journaliste présentateur télévisé qu'ils voient lorsqu'ils regardent les informations à la télé. Et là, nous leur avons expliqué qu'il y a toute une panoplie de métiers qui existent derrière. Donc la régie, la technique, le cadreur, le caméraman, qu'il y a des journalistes, des éditorialistes, des reporters qui vont sur le terrain dans différents pays et ça a l'air de pas mal les intéresser. Personnellement, je ne voudrais pas être journaliste, mais quand même, c'est bien d'être venu pour nous expliquer c'est quoi le journalisme, c'est quoi leur métier et j'ai posé des questions et voilà. Je ne savais pas comment ça se passait, les journalistes, s'il fallait faire des choses, s'il ne fallait pas faire des choses. Donc oui. Les enfants ont bien répondu, dans la mesure où ils ont eu de très bons échanges avec les journalistes. Et suite à ça, l'action en elle-même a été pérenne, dans la mesure où on est tombé sur Madame Chloé Combé, qui est rédactrice sur France Antilles, et l'animatrice de Canal 10, Sabine Rome, qui a été très très bien aussi. Donc les échanges ont été fructueux. Bien, juste pour vous dire qu'à l'époque où j'étais au lycée, la presse n'était pas encore à l'école, au contraire, c'était même interdit de porter un journal à l'école là. Et donc, c'est pas par le biais de la semaine de la presse à l'école que je suis devenu journaliste, mais quand même, quand on était gamin, on regardait déjà, on écoutait déjà la radio, on regardait la télévision, et petit à petit, on a connu. Un deuxième sujet, avant de revenir à des cousiniens, c'est la région qui avait un webinaire hier sur le Caribix. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Reportage Grégory Laps. En effet, cet espace Caraïbe est une zone complexe car composée de pays, de territoires, de taille et de niveau de développement assez éloignés. Qui plus est, il se singularise par une diversité culturelle et linguistique qui constitue indéniablement une richesse, mais qui peut aussi se révéler être un frein à la coopération. Ce projet va permettre de pouvoir interconnecter les pays de la Caraïbe, éviter aujourd'hui qu'on puisse être obligé de passer sur le circuit international pour pouvoir faire des échanges numériques. Ça nous permettra trois choses. La première, c'est de pouvoir faciliter ces échanges, réduire les coûts d'exploitation, mais aussi permettre une meilleure qualité du haut débit et augmenter, je dirais, ces flux. Cela permettra à des Guadeloupéens de profiter, parce que le temps de latence va être réduit par rapport à un circuit qui était beaucoup plus long pour les échanges Internet. Ça fera qu'aujourd'hui, eh bien, nous aurons à pouvoir bénéficier dans des zones qui n'avaient pas accès à Internet, ces zones blanches, de pouvoir avoir accès. Nous avons plus de 66 000 points de connexion que nous allons mettre en place d'ici peu. Donc c'est pour nous un projet qui est là, qui arrive à prénommer. Donc je pense que la Guadeloupe va pouvoir bénéficier de cet outil. Tous les moyens de communication permettent de pouvoir améliorer nos relations avec l'autre. Et ça c'est important. Et si le président Richarlison a voulu s'inscrire dans l'OECO, c'est parce qu'il considère que nous avons aussi un rôle à jouer au niveau de l'OECO. Et avec ce produit-là, nous aurons à faire appel aux experts caribéens, aux experts qui travaillent déjà sur ce domaine-là. Mais nous avons à inventer d'autres relations avec la Caraïbe, nous avons à faire des choses ensemble et nous croyons dans, je dirais, cette relation de la Caraïbe. Maintenant, c'est à nous de pouvoir accélérer les choses, les faire avancer et aussi aller dans d'autres domaines, pas forcément celui du numérique, mais le faire avec, je dirais, une intelligence et une approche que nous avons à faire. Nous sommes des Caribéens avant tout et nous devons faire en sorte que la Caraïbe nous rapporte, mais que nous puissions apporter à la Caraïbe. C'est un échange gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on laisse le numérique, demain, on le sera sur autre chose. Alors, vous l'avez entendu, M. Nelson a dit, nous sommes des Caribéens.
Bon, songez ça. Et donc, c'est normal qu'il y ait un lionnage avec les pays de la Caraïbe par le biais d'Interreg, par le biais aussi des connexions Internet, puisque autrefois, je dis quelque chose de très simple, sortir de Pointe-à-Pitre, aller à Kingston en Jamaïque, il faut faire des jours. Alors maintenant, avec la liaison Internet, on peut faire des échanges en live, comme on dit, même si le problème du transport aérien dans la Caraïbe reste toujours posé. Alors, je voulais dire, on reçoit aujourd'hui un artiste peintre qu'on ne connaissait pas sous cette dimension, c'est l'épouse Lilian, l'épouse qu'on a crié. Alors, l'épouse, expliquez-nous qui, Jean, puisque finalement, dès qu'on a raconté compte, c'était Tim Boissec et tout compte qu'on a raconté en l'école, dans les manifestations, mais on tenait un autre domaine qu'on connaît, c'est Penty. Oui, c'est-à-dire que Penty et dessin, c'est une des premières expressions artistiques à l'école. Oui. Parce que depuis tout petit, assis dans l'école, tout pendant maîtresse là, tu as apporté mon éveil pour expliquer, pour faire nous comprendre. Ça, tu voulais faire nous comprendre. Ouais. L'écoute, c'était en casier là, Ouais. en cas garder, mais sans voir, sans cas garder. Ouais. Parce qu'en concentration, on peint on dessin en café en casier là. Pendant l'école là. Pendant le cours là. Pendant le cours là. Quel âge tu as dans ça? On tenait 8 ans. 8 ans, on commence. 8 ans, il y a souvent 2 ou 3 fois. Il y a les oreilles, ils ont dit 3 fois. Ouais. Et mais ça n'a pas empêché de continuer. Ça pas, non, mais c'est un budget qui a dans, qui a tigonné, qui ouvre pas, ou qui a masque, si vous voulez, mais on l'a viré. Et Antonio professeur blanc, en bas, il nous a blanc marron, c'est Jacquet, Charles Jacquet, à songer, il a 8 ans. Eh bien, il soupçonne moi qu'il a tiré, mais quand il a fait, et figure à tous ces élèves qui étaient à l'école là. Et M. soupçonne moi avec ça, il monte les autres élèves là, il met moi de bout. Après, les lendemains, il y a une famille à moi pour qu'il faire, pour aider moi à être plus loin dans ça, dans le domaine là. Ça. Alors, Guadeloupe, il y a fait. Peuple là pas trop connaître les cousins Penty, mais moun ka vinn à les cousins quand même ça c'est savent. Ouais. Parce qu'à les cousins c'est parce qu'il tire la main, là quand souvent moun a fait prestation tout ça, à les cousins maquillés. Équipe inspiration à les cousins. Et qu'est-ce qui inspire dans Penty là? Ça Penty sont sorte de poésie. Son poésie qu'on a regardé. Et justement exposition là quand a capoté là, son exposition ramener Penty qu'on a voir qu'on peut manier, mais aussi qui a parlé. Et chaque peintre a parlé 3 langages. Alors voilà, en bas si son tambour, il a son tambour, il marque liberté, ni un tambour à don tambour, expliquez-nous dis-moi. Quand le tambour là a marqué liberté là, il y a des pieds qu'on a levé. Il y a des mains, il y a des mains blancs, toute qualité main. Mais il y a aussi une chaîne qui pétait. Une chaîne qui pétait aussi. D'accord, donc tout ça pour dire que grand homme mené combat. Nous avons parlé d'ailleurs, nous avons dit qu'il faut nous songer, nous mener combat, les coups pas oublier, et l'inspiration qui est dit dans moi, qui a fait en sorte que, à des coups de pinceau, ni des peintres qui apparaissent pour juste songer et mettre en valeur. Donc l'inspiration aussi par rapport à vie en tous les jours, nous, alors ça là, c'est langue en nous. Pas besoin de dire, tout le monde comprend. Oui, langue en nous, c'est en nous. Hein. Oui. Et peinture là, ça a plus demandé. Ouais. Le monde qui a utilisé la langue, nous utilisez bien. L'anglais, c'est créole d'ailleurs pour nous. Positif, l'amour, négatif. Ouais. Ok, l'anglais, c'est créole. Langue nous, c'est créole d'ailleurs pour nous. Hein. Ouais. Mais langue nous qui embouche en nous aussi, qu'on pense là, qu'a dit. Qu'on voit l'anglais, qu'on voit ces dents-là. L'anglais, ça faut nous utiliser à service en nous. Et trop souvent, l'anglais a fait nous mal. Ouais. Patrick Saint-Éloi a fait mon là. On coup de langue. Patrick Chanté. Penty là, ça Patrick Chanté. L'anglais, c'est organe qui pire dedans. C'est qui dangereux en tout cas. Et Penty là, quand a commandé, tant pour s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons utiliser l'anglais si vous aimez pour servir notre stack plus? D'accord. Parce que c'est l'anglais nous qui dit complot annexe et complot à chien. Ouais. C'est l'anglais nous qui dit rien n'est pas qu'à chien. C'est là que nous avons dit que c'est un qui sorcier, un qui mauvais langue, qu'on va dire, mauvais langue. Alors que langue nous ni douceur, c'est ni l'amour. Oui, ni l'amour. Oui, on nous mettait en valeur. Oui, là quand on compte aussi, c'est en anglais, quand on a dit en tant que petit mois sec, c'était l'amour, c'est mon et même en théâtre là aussi, les coups qu'a fait des sketchs à présent, et pour utiliser l'anglais, pour l'amour plus valeur, plus force. L'exposition là qui a commencé qui temps? Il a déjà commencé. Déjà commencé. Nous faisons une stage là vendredi 18. Et là, il participe pour le 23 avril. 23 avril. D'accord. Et donc, c'est un des tableaux comme ça, vous mettez ou pas mettre tout ça où j'ai fait?
À l'exposition, là, il y a quand même 24 tableaux. 24 tableaux, quand même. Oui, ça laisse arriver, ça peut arriver. Hein. Ouais. Bon, ni monde qui a dit que c'est Covid qui choube les moins d'avoir confinement malmené moins. Ouais. Mais si c'est ça, toujours autant, on a dit Covid, merci. Ouais. Mais on a plutôt croire que c'est des biens qui étaient là qu'à attendre. Qui étaient en côté. Ça tombe côté à l'on coin d'un moins qu'à attendre. Moment avec attendre jour. Et reste du bonheur, il nous avons parlé d'écologie, nous avons parlé de recyclage. Parce que c'est un état bon plastique que les coups capent. Justement, c'est André Mando, c'est qui bidon quoi travailler. Oui, c'est un état bon plastique qui a récupéré tout partout. Tab qui a quoi de vos babois, quoi de vos de la mer, qui a peut-être un mec de la nature, polier. Mais encore une deuxième vie, encore recyclé, encore fait parler. Ouais, encore recycler bidon nous-mêmes, d'accord. Ok. De toute façon, les gens qui vivent l'exposition là, ça vous dit qu'il y a jusqu'au 23 avril. 23 avril, vous voyez. Service culturel Grand Bout. Pour plus de précision devant l'église, c'est dès pour arriver devant l'église qu'on a des tableaux à regarder. Oui. Alors, nous parlons de peinture là, mais dites faut quand même aller compte là, parce que vous ne pouvez pas de fil là. Non, pas ni moyen de fil là, d'avoir dans l'exposition là, ni compte. Ah, d'accord. Ni compte, puisque l'un qui a exposé, c'est peinture et spectacle en même temps. Quand c'est une poésie, quand c'est une conte. Ouais. Et quand il y a des chants aussi capati. Parce que le thème habitant là, c'est parole à tonneau. Parole à tonneau. Parole à tonneau. Ouais. Parce que tonneau a une belle histoire en pays en nous. Et là, regardez les premiers tambours, ça a été des bamous. Ouais. C'est exemple à tonneau, c'est même bon si tonneau a venu salé, qu'il a fait les premiers tambours. Ouais. Donc, à deux paroles à tonneau, on ne peut pas paniquer compte. Oui, on ne peut pas. On peut pas paniquer compte. Union Liva compte aussi ou que sorti peut-être un jour. Qui déjà sorti. Qui a fait bon et pétant. Oui, on a changé. Compte poésie, mais là, on travaille justement si voisine de résine. Voisine Thérésine. Alors, qui est Voisine Thérésine? Voisine Thérésine, c'est un spectacle qu'on a joué qui, pourquoi paraît pour y arrêter. D'avoir toujours une génération qui a réclamé. Et dernier fois, joué avec Voisine Thérésine, il y a qui chouboule les moins. C'est un maman qui mène Simon à voir spectacle là et qui a dit Simon envoie spectacle là, ça l'anticipe à l'école aussi. Ouais. Et puis, Jordan a mené au spectacle là. D'accord. Et parti longtemps, en fin de pas comprendre qu'on peut jouer Thérésine. Pour tout le monde petit et pour mon bel âge. Et pour mon bel âge. Parce que quoi, il y a aussi bien que c'est tout le monde là-dedans. Et qui a l'inspiration à Voisine Thérésine sortie? C'est on met qu'à ouvrir, ou bien si on peut imaginer tout seul, ou bien c'est à l'entour ou. C'est un de ça, on te dit. D'accord. C'est un de ça, on te dit. Vous savez, première fois en jouer, Voisine Thérésine n'a pas senti à y faire. Ah, il m'a dit mon spectacle pour tout le monde. Ça fait mêler, il a crié moins. En portant mon devant Halon bitin par là. Comment toujours nous bitin entraîner à case bitin quand on masse bord de l'homme et tout ça. Et vers ce matériel là ça, un qui débarque il dit bon OK on parie. Et vers ce monde là, on fait spectacle là. D'accord. C'est-à-dire que pendant en tout cas travail ici scène, ces personnages là prennent naissance. Yo Thérésine vient Thérésine à Sicène. En pas si c'est bon côté moi j'ai écrit Thérésine. D'accord. Thérésine finit en définition. Inspiration directe. Direct. Ouais. Direct. C'est pour ça bon et puis quand il griot. Ouais. D'avoir eu fini par comprendre. C'est ça. Que bida arrivé qu'à griot là pas marqué rien, si j'en goûté bida rien là qui ça qui vient dans l'esprit et petit à petit donc. Oui, c'est en fait c'est là que il finit par faire comprendre que en son griot d'avoir bon ni Thérésine qui paraît. C'est pour ça que je suis ça m'a dit c'est travail à griot là pas travail à moi. Je ne peux pas dire que l'écouse Lilia écrit Thérésine. En fait Thérésine avait ce monde premier spectacle qui fait là. Et petit à petit, c'est là les épices, et là, il y a un cadrage. Vous pouvez voir des rouges bientôt? Il va partir bientôt, nous en négociation avec l'étoile Maunalo, qui a point pour toute l'école Maunalo. Et nous avons un véhicule pour grand monde, mais toujours avec Thérésine. Mais les causes, je dois dire merci d'être venu là, parce que c'est toujours intéressant de rencontrer des gens comme vous qui ont gardé la tradition là. Parce que pour pas les gens comprendre que la tradition là. Ah non, mais nous là. Nous là. Et justement, quand profiter de ces gens-là, que demain les courses qu'a trouvé en local à Kyo, et va théâtre devant porte. Théâtre devant porte. Quand ces gens-là dit les courses montent en peinture pas la théâtre là, les courses pas n'y a rien puisque c'est. Donc alors on peinture, on travaille là, on groupe là et on dans compte là. Et en poésie là. Ou en poésie là, ou sont artistes total, vraiment total. En cas vivre. Ouais. En cas vivre. Merci de ça qu'on apporte pour la Guadeloupe et pour Guadeloupéens, pour les gens qui ont regardé et pour les gens qui ont écouté et pour les jeunes aussi, pour transmission là. Pour garder ça qui est en nous.
Moi, en cas de l'association Paille Papa, un grand merci. Tout le monde qui a aidé moi en lot, monde qui a aidé moi, ça faut dire parce que tout le monde a dit complot c'est complot à chien. Moi, je démontrer qu'il y a un lot de monde qui a l'entour moi qui a aidé moi. Une solidarité d'ailleurs, nous voyons ça. Dans ça qui passe actuellement, on voit tous les jours monde qui a porté manger, boire la même l'argent pour ces gens qui. Donc nous sommes toujours, nous sommes, nous pas plus démonés qui ça, nous sommes. Pas démonés, nous c'est ça qui force en nous d'ailleurs, c'est que nous il y en a l'autre. Parce que nous le monde pas ça que exister pas veut dire vivre, vivre veut dire exister. Mais les cousins dans tout ça qu'on fait tout ça un peu moins faire monde comprendre qui différence qu'il y a entre exister et puis vivre. Et la nature, l'univers en pouvoir artistique en utilisé pour ça. Merci les cousins. 13h24, nous allons prendre un deuxième petit camp pour nous et nous allons retrouver nous dans un petit moment événement mi-juin pour nous parler des yeux, nous prendre temps garder nous et petit moins plus tard avec nous Noémie. À tout de suite. Voilà, retour sur le dernier plateau du ZCL. On va recevoir notre opticienne habituelle. Bonjour, Aline. Bonjour, très bien, très bien, merci. On peut te demander quelque chose, juste retourner un petit peu, qu'on voit le derrière-tête, comme on dit. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut nous dire ça. Alors, mon marée-tête, c'est un beau cadeau qui m'a été fait par Thierry Lima et Kika qui fait les marées-têtes. Et c'est mon cadeau, ça a été mon cadeau d'anniversaire. Ça a été une belle surprise. Et donc, c'est une association entre Kika et Thierry Lima, donc qui a fait une œuvre d'art sur ce marée-tête que je trouve, que j'affectionne tout particulièrement. J'imagine. Alors, on va parler tout à l'heure de lunettes de soleil. On va y revenir. Mais avant, on revient à la chronique de Noémie. Elle est déjà prête. Noémie, comme chaque semaine, nous dit qu'elle va déposer ça là. On regarde ce qu'elle a déposé cette semaine. C'est pas Lily du 32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des dégâts catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Bonjour à tous, la chronique d'aujourd'hui portera sur le body shaming et plus particulièrement celui qui est infligé aux personnes de corpulence mince, donc le skinny shaming. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se moquer ou de critiquer l'apparence physique d'une personne. Dans notre société, on le sait, une importance capitale est accordée au physique. Déjà parce que c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on rencontre une personne, c'est ce qu'on voit à la télé, dans les publicités, le corps humain vend et est même parfois montré sous de fausses représentations à cause notamment de la chirurgie esthétique, des retouches photos, du maquillage et d'autres artifices. Ça crée finalement des attentes qui sont irréalisables, mettant en difficulté l'estime de soi. Sur les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui est très présent puisqu'être derrière un écran, ça désinhibe. On peut parfois cacher même son identité. Donc forcément, les personnes se sentent plus libres de dire des choses qu'elles n'auraient jamais osé exprimer de vive voix. En vrai, peut-être même qu'elles ont l'illusion qu'elles n'auraient pas de conséquences face à leur dire sur les réseaux sociaux, ce qui, rappelons-le, est faux. Mais bon, on retrouve aussi ce genre de remarques parfois dans l'entourage familial, amical, professionnel. Peut-être que ces personnes se sentent légitimes de faire ces réflexions, pourtant non sollicitées. Le body shaming peut toucher plusieurs aspects du physique. Ça peut être la petite taille pour les hommes, la grande taille pour les femmes, les rondeurs, les poils pour les femmes, les oreilles décollées, la forme de la tête et la corpulence. Dans la société actuelle, et historiquement, on peut dire que les femmes sont quand même beaucoup plus touchées par ce phénomène, notamment avec l'hypersexualisation de notre corps dans les publicités, dans les médias, dans les magazines. Néanmoins, des hommes peuvent aussi le subir, et ça peut toucher, rappelons-le, toutes les corpulences. Aujourd'hui, je me consacre au dénigrement des personnes minces, car déjà, j'en fais partie. Je l'ai subi depuis que je suis entrée à l'école, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes de ma corpulence, dans mon cas, qui méritent d'être soutenues. Ce phénomène mérite d'être dénoncé car il n'est pas assez traité dans les médias. On se consacre souvent aux personnes enrobées, vous voyez, on essaye sans arrêt de trouver des termes corrects pour les désigner, pour ne pas les blesser, car maintenant, c'est acté dans la société. Dire qu'une personne, par exemple, est grosse, c'est mauvais, c'est du fat shaming. En effet, ces personnes sont réellement victimes de discrimination, c'est un fait. Mais ce n'est pas une raison pour minimiser, ou voire même nier, le même dénigrement qui est fait pour les personnes d'autres corpulences. Je fais exprès d'utiliser des termes qui fâchent pour que les personnes réalisent vraiment l'ampleur de leurs mots. Certaines personnes n'aiment pas qu'on parle de leur taux de masse grasse par exemple, mais pourtant ce sont les mêmes qui vont aller vous traiter de squelette gratuitement. C'est peu fréquent finalement de faire attention aux termes qu'on emploie pour parler des personnes de ma corpulence. Maigre, anorexique, baguette, squelette, sac d'os, y a que les chiens qui aiment les os. Finalement, tant d'expressions utilisées
couramment banalisées, mais qui sont faites des insultes. Beaucoup de personnes souffrent de ces remarques, hommes comme femmes, hein. Surtout lorsqu'elles sont répétées. Ce n'est pas parce que les miss ou les mannequins mettent en avant ce genre de silhouette élancée dans les médias, dans les défilés, que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'être dénigré également par autrui. Au contraire, dans ces milieux-là, le corps, c'est l'outil de travail, donc il est sans cesse déshumanisé et critiqué. Être fin n'est pas synonyme de maladie. L'amalgame le plus fréquent concerne l'anorexie mentale, et je dis bien anorexie mentale puisqu'il y a une différence avec anorexie tout court, mais encore faut-il le savoir. L'anorexie mentale, c'est un trouble des conduites alimentaires, dont le diagnostic peut être posé par un médecin uniquement. Il y a différents critères pour le poser, notamment l'envie de perdre du poids ou la peur de prendre du poids, la dysmorphophobie, c'est-à-dire la perturbation de la perception de l'image de soi, etc. Comme son nom l'indique, c'est un diagnostic qui se pose en ayant comme élément le comportement alimentaire de l'individu. Autrement dit, ce n'est pas un diagnostic qu'on pose uniquement sur l'apparence physique de la personne. Tu devrais manger plus, tu es trop maigre. Il y a beaucoup trop de préjugés sur les personnes fines. Une personne mince n'est pas forcément égale à une personne qui ne mange pas. Il y a des gens qui peuvent manger pour 2 et qui ne prennent pas 1 gramme. C'est mon cas par exemple, je mange plus que mon copain et je fais 30 kilos de moins. Lorsque je vais au travail, on me fait parfois la remarque, lorsqu'on voit mes quantités, lorsqu'on voit mes types d'aliments, à croire peut-être que pour certaines personnes, une personne élancée, une personne svelte, ne peut se nourrir que de salade. Il y a une part de génétique également, il y a des familles de personnes élancées. Le body shaming peut parfois prendre des tournures de harcèlement et avoir de fortes conséquences psychologiques voire physiques sur les personnes qui le subissent. Surtout si cela arrive tôt, lorsque la personne est en construction, donc pendant l'enfance, pendant l'adolescence, ou si la personne a des facteurs favorisants. Il peut provoquer un rapport négatif au corps, dégrader l'image de soi, dégrader la confiance en soi, être la source de comportements nocifs pour perdre ou prendre du poids, comme par exemple l'usage de laxatifs, de diurétiques, les troubles alimentaires, l'usage excessif de chirurgie esthétique, les violences physiques, l'isolement social, voire même les syndromes dépressifs et toutes les conséquences qui peuvent en découler. Si vous avez une personne de votre entourage qui présente ce genre de signes ou qui subit ce genre de moqueries, n'hésitez pas à prendre de ses nouvelles. Les autres ne sont pas votre propriété et de la même manière que vous n'aimez pas être critiqué, personne n'aime l'être. Qu'est-ce que cela vous apporte de faire une remarque sur l'apparence d'autrui? Un complexe à projeter peut-être? N'y a-t-il pas des choses plus utiles à dire, à penser? Quelques conseils pour les personnes qui souffrent de ces réflexions désobligeantes au quotidien. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Regardez peut-être des modèles qui, comme vous, ont la même corpulence. Pratiquez une activité physique qui vous redonne confiance en vous ou d'autres activités qui vous valorisent. N'hésitez pas à consulter des professionnels comme des psychologues, voire des psychiatres si nécessaire. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul. Que les personnes qui font ce genre de remarques finalement ont sûrement des complexes elles-mêmes qu'elles essaient de projeter sur les autres. Il y a quand même quelques perspectives d'évolution, notamment avec certains mouvements qui émergent sur les réseaux sociaux comme le mouvement Body Positive qui consiste en l'acceptation du corps dans toutes ses diversités, comme par exemple les vergetures, les poils pour les femmes, les rondeurs, etc. Mais bon, comme tout concept, il y a aussi des dérives, mais ça, ce sera le sujet d'une autre chronique. Au final, les mots ont une importance et il faut vraiment faire attention aux termes qu'on emploie pour qualifier quelqu'un. Surtout lorsqu'il s'agit de faire une critique non sollicitée, non utile pour la personne. Si vous avez l'impression qu'une personne porte atteinte à sa santé, il y a des manières de dire les choses, sans forcément utiliser des termes insultants, voire des termes blessants. Les choses peuvent avoir un impact beaucoup plus important que ce que vous auriez imaginé. Voilà, c'était donc cette chronique effectivement sur la façon dont on a de désigner les personnes selon leur apparence physique. Et ça aussi, il faut qu'on y pense parce que ça choque. Je vois bien qu'on dit même plus aveugle, on dit malvoyant. Personne malvoyante. Et pour les sourds, c'est pareil, on dit plus sourd, on dit malentendant. Et on dit plus handicapé, mais personne souffrant d'un handicap, etc. Il y a un vocabulaire particulier. Alors, Madame l'opticienne, d'abord le générique, et puis on revient vers vous pour les lunettes de soleil. C'est parti. Comme chaque mois, cette fois, Aline, on va parler des lunettes de soleil, puisque le soleil est revenu ces jours-ci, et j'en sais quelque chose. Absolument. On a la chance d'être dans un pays où on a du soleil toute l'année, oui. Mais c'est vrai que nous arrivons aujourd'hui sur des jours plus longs, et quelque part, on a cette sensibilité
par rapport à la protection solaire. Et c'est important qu'on puisse apporter des petites précisions par rapport au choix d'une paire de lunettes de soleil. Il y a des risques avec le soleil? Alors oui, le soleil, naturellement, c'est quelque chose de bénéfique dans un premier temps, mais le soleil présente aussi certains dangers. Les dangers que nous connaissons, c'est par rapport à la surexposition par rapport aux UV, et naturellement, tout ce qui est lumière bleue que nous avons eu l'occasion dont nous avons eu l'occasion de parler les fois précédentes. Alors, il y a une chose qui est particulière, c'est que souvent, on confond le fait que le verre soit un verre teinté. Oui. Un verre teinté n'est pas forcément un verre qui filtre totalement les UV. Protège, quoi, voilà. Et donc, la filtration des UV ne vient pas de la teinte du verre. Ah. Et ça, il faut vraiment le retenir, parce que souvent, on choisit des verres. Quand on a choisi un verre de lunettes de soleil foncé, on est persuadé qu'on est bien protégé. Oui. Et un verre blanc peut protéger beaucoup plus des UV qu'un mauvais verre solaire, qu'un mauvais verre solaire. Et en fait, la protection donc au niveau des UV se fait par rapport à la matière du verre, pas par rapport à la teinte. La teinte nous protège de tout ce qui est éblouissement, de la luminosité, de la quantité de lumière qui rentre au niveau de l'œil. Mais ce qui nous protège des UV, et j'insiste particulièrement dessus, c'est la qualité du verre. Et pour cela, c'est important de choisir des verres, je dis, chez les opticiens. Pourquoi? Parce qu'ils vous garantissent la possibilité d'avoir des verres de qualité. Nous sommes tenus à des normes. Nos lunettes sont siglées avec un sigle CE. Nous sommes tenus par des normes qui nous obligent à proposer des verres qui sont 100% UV. Et même nos verres blancs protègent aussi complètement des UV. Alors la question qui se pose, alors comment choisir les verres de lunettes, justement, dans le domaine du soleil, pour le soleil? Alors, comment choisir des verres solaires? Alors déjà, comme je le disais, choisir les bonnes matières. Donc, s'adresser déjà aux bons professionnels. Oui, donc ça, c'est déjà le premier réflexe à avoir. Pas acheter ses lunettes sur le trottoir, quoi. Éviter, en tout cas. Éviter, parce que, personnellement, je ne peux pas garantir le fait que ça soit des lunettes qui protègent à 100%. Tout à fait. Donc, déjà choisir le professionnel qui va vous conseiller, qui va vous indiquer et qui va vous accompagner dans le choix de vos lunettes. Alors, déjà, par rapport au verre, on peut avoir du verre minéral. Le verre minéral, c'est souvent un verre qui filtre parfaitement les UV, mais qui a le défaut d'être cassable. Ah. Oui. Et parfois d'être un peu plus lourd. Donc, le plus souvent que rarement, on se dirige vers du verre ou du verre polycarbonate, qui est un verre extrêmement résistant au choc. C'est un verre qui va filtrer à 100% les UV, mais qui, en termes de qualité optique, n'est pas particulièrement intéressant. Et c'est souvent ce qu'on trouve sur le marché. D'accord. Le verre que nous utilisons le plus souvent en magasin, c'est du verre dit du verre organique. Donc, ce sont des verres qui résistent au choc, qui sont incassables. Donc, c'est le verre incassable qui résiste au choc et qui va vous filtrer à 100% les UV. Alors, quand on est ébloui par le soleil, on a plusieurs manières de pouvoir se protéger. La première chose, il y a des personnes qui ne supportent pas d'avoir 2 paires de lunettes. Oui. C'est de plus en plus rare, ça. Hein? Oui, alors... Comme on a 2 portables, maintenant on a 2 lunettes aussi. Et je vous rejoins très bien à ce niveau-là parce que, et je félicite même notre population guadeloupéenne, parce que je vois que de plus en plus, les gens sont de plus en plus sensibles à cette notion de protection solaire. Et pratiquement 70, voire 80% des personnes en Guadeloupe ont au moins une paire de lunettes de soleil. Et ça, c'est quelque chose à souligner. Est-ce que ce sont toujours les bonnes paires? Nous allons y revenir. Ça, c'est une autre question. Nous allons y revenir. Et c'est pour cela que nous sommes là d'ailleurs. Donc, il y a des verres qui teintent au soleil. Et au niveau des verres qui teintent au soleil, ça peut être très pratique pour certaines personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir utiliser 2 paires de lunettes. Je vois par exemple des personnes qui sont des infirmiers à domicile, qui sont amenés par exemple à être en intérieur et à devoir sortir tout de suite en extérieur et qui sont malgré tout sensibles au soleil. Alors, je parle d'une profession comme celle-là, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être pour le facteur aussi. Voilà, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et ce type de verre qui teinte au soleil peut être très pratique parce qu'à la fois, en zone close, enfin en zone intérieure, c'est un verre qui est clair.
Et en zone extérieure, c'est un verre qui va se graduer en fonction de la luminosité extérieure. Oui. Alors, on parlait de graduation au niveau de la luminosité. Oui. Les verres solaires, donc les verres de soleil. Les verres solaires, on va les classer en 5 catégories. Les catégories vont de 0 à 4. Oui. Le plus souvent que rarement, la catégorie que nous utilisons, c'est la catégorie 3, qui est le vert le plus foncé. Donc, c'est souvent des verres de ce type-là, par exemple. Des verres relativement foncés et qui seront utilisés pratiquement dans toutes les circonstances. Que ça soit en mer, que ça soit en montagne, etc. Nous sommes sous les catégories de filtration les plus importantes. Une catégorie 0, c'est une catégorie qui ne va pas filtrer du tout. La catégorie 4, qui est une catégorie de verres extrêmement foncés. Ce sont des verres qu'on va utiliser en montagne. Et quand je dis montagne, c'est pratiquement à la neige. À la neige, oui. Au niveau des glaciers. Ou alors dans des ensoleillements très agressifs, par exemple, de nos pêcheurs quand ils vont en mer. Oui. Pour rester dans un espace plus immédiat. Le verre solaire aura d'autres traitements. On a souvent parlé de traitement. À cette catégorie de verre, donc on aura d'abord la matière du verre qu'on aura choisie, qui sera une matière filtrante. Oui. On va choisir après notre coloration par rapport à la sensibilité que nous avons par rapport à nos yeux. Nous allons choisir la coloration, plus ou moins teintée en fonction de ce que nous désirons. Et nous pourrons choisir après un certain nombre de traitements que nous pourrons avoir sous nos verres. J'entends par là le traitement anti-reflet pour avoir toujours de la luminosité et de la netteté. On aura tout ce qu'on appelle les verres miroirs qui sont de plus en plus fréquents aujourd'hui. En termes de mode, on voit des miroirs de toutes les couleurs, du flash, etc. Mais le miroir se pose toujours sur une coloration. La coloration, on les voit, on a eu donc des teintes de plus en plus, du plus foncé au plus clair. Alors la teinte 3 dont on parlait, c'est cette teinte-là. Généralement, qui peut être en brun, qui peut être en gris, qui peut être en vert gris. Et naturellement, nous avons tout un tas d'autres couleurs, plus fantaisie. Alors, on se rend compte que de plus en plus, on voit des lunettes de soleil avec du rose, avec des verts bleus, avec des verts un peu rouges. Alors, ce sont des lunettes de soleil qui vont vous protéger contre les UV, mais par contre, qu'on ne va pas utiliser par rapport à l'éblouissement. Si on est véritablement ébloui, ces verres un peu fantaisie ne pourront pas être utilisés dans un cadre de protection solaire maximale. D'accord. Alors, on a parlé des adultes, mais il faut un petit mot quand même pour les enfants. Est-ce qu'il y a des précautions particulières pour nos enfants? Alors, c'est très important ce que vous dites par rapport aux enfants, parce que souvent, je me rends compte alors, en tant qu'adulte, qu'on choisit toujours de très belles lunettes pour les adultes, des lunettes performantes. Et pour les enfants, on a parfois tendance à utiliser des lunettes gadgets, sous prétexte que les enfants cassent leurs lunettes facilement, sous prétexte qu'ils vont les perdre. Et on a toujours cette tendance à ou ne pas donner aux enfants de lunettes de soleil, ou alors leur donner des lunettes gadgets. Or, l'œil d'un enfant, surtout jusqu'à l'âge de 7 ans, 7-8 ans, l'œil de l'enfant n'est pas totalement développé. Ce qui sous-entend que l'enfant est encore plus sensible qu'un adulte aux ultraviolets. Donc je ne dis pas qu'il faille faire porter à un enfant des lunettes tous les jours. Quand il va à l'école, il a sa protection naturelle et ça fonctionne sans problème. Mais quand on va à la plage, quand on laisse les enfants à jouer dans le sable, quand on laisse les enfants toute la journée en mer, il est nécessaire, voire obligatoire, de protéger les yeux de nos enfants. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ce sont des choses qu'ils peuvent accumuler et qui peuvent créer des problèmes par la suite. Alors, on parlait de protection solaire pour adultes et pour enfants, mais particulièrement pour les adultes, il y a un verre qui est intéressant, c'est le verre polarisé. On a parlé des différentes teintes, on a parlé des miroirs, on a parlé des différents traitements qui peuvent être en surface, mais nous avons aussi des verres qui, au niveau de leur matière, sont différentes, et on va parler des verres polarisés. Alors là, pour moi, c'est le must en matière de lunettes de soleil. Pourquoi? Parce qu'au-delà de protéger de la luminosité, au-delà de protéger de l'éblouissement, ce sont des verres qui vous protègent aussi contre la réverbération. Et je vais vous apporter une monture. Je vais vous inviter à la porter et vous allez regarder
ce petit test-là. Ah oui, effectivement. Alors, effectivement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, je vois mieux, enfin, je vois bien la chose, mais je ne suis pas ébloui, là. Voilà. Oui. Alors, non seulement que vous n'êtes pas ébloui, en fait, le verre polarisé, alors souvent, quand on le voit souvent par rapport à la surface de la mer, quand on arrive surtout à... Les reflets. Exactement. Oui, bien sûr. Quand le soleil est au firmament, la surface de l'eau devient comme un miroir. Oui. Et ce miroir, en fait, c'est comme si le soleil arrivait, donc il tape sur ce miroir. Et il renvoie la lumière au niveau de nos yeux. Voilà. Ce qui fait que c'est comme si on regardait le soleil pratiquement en direct. Oui, oui. La polarisation permet d'éliminer ces reflets parasites et vous permet en fait d'avoir une vision beaucoup plus confortable, d'avoir des yeux beaucoup plus reposés. Et ces verres polarisés sont utilisés en conduite, sont utilisés en journée, sont utilisés particulièrement sous les surfaces, près de surfaces très réfléchissantes comme la mer, le tuf, le sable et naturellement la neige quand nous sommes amenés à aller... Pour la conduite en voiture le soir. Alors, pour la conduite en voiture, évitez de porter des lunettes de soleil. Alors souvent, ça arrive que certaines personnes, pour des raisons, parce qu'ils sont éblouis par les phares de voiture, gardent leurs lunettes de soleil le soir. C'est totalement interdit. Pourquoi? Oui. Parce qu'un verre solaire va diminuer la luminosité. C'est son but. Oui, oui, bien sûr. Et en diminuant la luminosité, surtout la nuit, il diminue le contraste. Alors surtout avec nos routes qui sont parfois... Ce qu'elles sont. Ce qu'elles sont. Oui. Avec parfois des personnes qui passent, qui marchent sous les bas-côtés et qui sont parfois pas forcément avec des tenues adaptées. Oui. Ça nous diminue notre contraste et ça peut diminuer notre capacité à appréhender un danger. Donc, les lunettes de soleil en voiture de nuit sont totalement interdites. Alors, à ce propos, il y a des personnes effectivement qui sont sensibles à tout ce qui est éblouissement. Dans ce cas-là, ils vont utiliser des lunettes à verre jaune. Le fameux verre jaune d'ailleurs, qui de plus en plus nous est demandé en magasin. Ce fameux verre jaune apporte justement de la luminosité, apporte du contraste et permet justement en conduite de nuit d'être beaucoup plus à l'aise. Et ce verre jaune peut être associé naturellement à des traitements anti-UV. Alors la nuit, on n'en a pas besoin pour le traitement anti-UV, mais si vous gardez vos lunettes jaunes en journée pour augmenter votre contraste, vous pouvez malgré tout être protégé contre les UV. Alors, l'autre question avant qu'on termine, c'est la question des montures quand même. Ben oui, tant qu'à faire, puisque des verres sont portés sur des montures. Alors, au-delà du fait qu'une monture va être choisie en fonction de la carnation, en fonction de la forme du visage, en fonction de son désirata, de ce qu'on aime, et puis de la mode, tout simplement. Ce qui est très important aussi, alors, dans tout ce qui est monture solaire, l'opticien va vous accompagner dans votre choix, mais... Certaines personnes savent déjà un peu ce qu'ils veulent, mais on est toujours là pour accompagner. Mais ce qui est plus important, c'est de choisir ses montures en fonction de ses activités. Et c'est ce que je dis souvent, le choix de la monture se fait souvent par rapport à l'activité. Je prends par exemple le cas où nous serions amenés à faire du sport nautique. Il est important d'avoir à ce moment-là des lunettes galbées, de manière à ce qu'elles puissent vous couvrir complètement et empêcher au soleil d'entrer à tous les niveaux. Oui. Parce que le soleil n'arrive pas seulement de face, il arrive en haut, il arrive derrière, il arrive sous les côtés. Et le fait d'avoir une lunette galbée, ça vous permet d'être particulièrement protégé. C'est d'ailleurs pour cela que pour les enfants, on choisit aussi des lunettes souvent galbées pour les protéger entièrement. Alors, avant de terminer, quand même un petit mot, parce que pendant à 2 reprises, on a vu dans votre magasin Opticaline un artiste peintre, Thierry Lima, qui avait carte blanche. Oui, alors Thierry continue. Ça a été un bon moment, de bons moments. Enfin, moi, j'ai assisté au moins un et j'ai été ravi. Vous avez été ravi? Oui. Eh bien, juste après votre passage, le samedi d'après, Thierry a eu l'occasion, dans le cadre de sa carte blanche Peinti Assis Figuier-Co, il a eu l'occasion de... Enfin, on a eu un partenariat encore plus étroit entre les lunettes et l'artiste, parce que l'artiste Thierry Lima nous a fait une performance extraordinaire en faisant du maquillage artistique, adapté non seulement aux différents modèles qu'il y avait au magasin, donc il y avait 6 modèles, et il a assuré le maquillage artistique des 6 modèles en même temps,
ce qui était une performance extraordinaire. Et en plus, il a adapté le maquillage artistique aux lunettes qu'il devait, que je lui ai proposé et qu'il devait associer au maquillage. Et il nous a fait quelque chose vraiment d'extraordinaire. Alors Thierry est encore chez nous jusqu'en juin 2022, donc on aura plusieurs d'autres happenings. Absolument. Oui. Thierry est en résidence, si vous voulez, en magasin. Donc c'est une carte blanche qu'il a jusqu'en juin 2022. Oui. Et il nous donnera encore d'autres rendez-vous. Il y en a un qui arrive au mois d'avril. Oui. Et nous aurons encore l'occasion d'avoir d'autres rendez-vous. Donc il y a à voir. Absolument, absolument. Bien. Merci d'être venu nous dire tout ça sous les lunettes de soleil et je vous assure que vraiment, elle a raison parce qu'en ce moment-là, j'ai un rafale mal justement à cause du soleil et je pensais à des lunettes polarisées. Voilà, alors la petite conclusion. Oui, la petite conclusion. Oui. Prendre le temps de choisir ses lunettes. Oui. Aller chez l'opticien qui est le spécialiste donc, des lunettes pour tout ce qui est lunettes de soleil. Ne pas laisser ses lunettes dans la voiture. Oui. Oui, on l'avait déjà dit. Et nettoyer ses lunettes toujours avec les bons chiffons, surtout quand on est à la plage. Oui. Éviter d'essuyer ses lunettes avec son t-shirt. Son t-shirt ou la serviette. Même quand on a la télévision. Merci. Voilà. Merci. Et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. 13h59. On revient rapidement sur le business, séminaire au business. C'était ce week-end dans un hôtel. La méthode 5-4-3-2-1 de Mme Ludivine Gustave Duflo qu'on a reçu ici la semaine dernière. On regarde un peu le reportage de Vianney Valvert et ce séminaire au business était gratuit. C'était un moyen pour elle de permettre aux chefs d'entreprise de se rebooster un peu après cette crise. On remercie Ludivine d'ailleurs d'avoir pris cette initiative. On regarde. Aujourd'hui, nous sommes au séminaire Business, plan d'urgence, plan de relance. Comment rebondir, comment capter les opportunités, quelle approche adopter. C'est un séminaire pour entrepreneurs et dirigeants. Ce séminaire s'adresse à n'importe quelle entreprise qui veut rebondir, en tout cas qui est en réflexion stratégique sur quelle opportunité prendre, comment développer mon nouveau produit ou encore comment réussir mon management d'équipe. Ici, on va vraiment parler de la méthode 5-4-3-2-1 et justement des piliers qui font que cette méthode fonctionne pour n'importe quel type d'entreprise, pour qu'eux puissent ensuite récupérer le pilier 5, 4, 3 ou 2, en tout cas, ou 1, celui qui leur correspond, celui sur lequel ils ont des challenges et réussissent à l'implémenter au sein de leur structure. Pour ce que j'en ai déjà vu, parce qu'on est en plein cours de séminaire encore, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. J'attends d'y voir un petit peu plus clair. Comme beaucoup d'entrepreneurs, avec la Covid, on a été un petit peu bousculés dans nos opérations, dans nos projets. Et donc, la question, c'est comment rebondir, comment se refaire une santé financière, comment se refaire une clientèle, comment s'adapter aussi, parce que les temps ont changé. La Covid a changé beaucoup de choses, les confinements, puis la situation sanitaire aussi. Donc comment se réinventer en période de crise? C'est la grande question pour beaucoup d'entre nous qui assistons à ce séminaire. À côté de ça, on parlera également de business model, de stratégie, tout ce qui permet à une boîte de fonctionner. Parce qu'une boîte ne vit qu'au travers des projets successifs qu'elle met en place. Alors il y a un suivi bien sûr pour ceux qui veulent aller plus loin. En une journée, on ne peut pas apporter toutes les réponses. Par contre, on stimule suffisamment pour qu'ils ressortent de là confiants, mais également avec une vraie volonté d'avancer avec discipline. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'on a tous de bonnes idées, mais ce qui va faire la différence, c'est cette discipline, cette détermination, cet ancrage dans ce que l'on est en train de développer. Et là, pour ça, il faut une méthode, il faut un réseau, il faut aussi être bien entouré. C'est ce qu'on leur propose également après, avec la communauté Madizi. Il nous restait quand même, oui, on a le temps quand même de regarder le dernier sujet. C'était les clés pour activer le feu sacré. C'est une coach qui s'appelle Siana Diocho, qu'on va recevoir bientôt, et puis il a sorti un ouvrage qui s'appelle 7 clés pour activer ton feu sacré. Reportage Nicolas Hachi. J'ai écrit ce livre parce que déjà de base, j'aime beaucoup écrire, mais j'ai traversé une période très 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 difficile, une période sombre où je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. J'avais pratiquement envie de ne plus exister. J'étais en train de mourir à petit feu et je ne savais pas comment m'en sortir. Et la vie m'a permis de trouver des solutions qui sont devenues des clés que j'utilise pour pouvoir être motivé, être encouragé et pouvoir affronter sereinement toutes les situations de la vie. C'est un livre de motivation et d'encouragement.
C'est un livre qui se destine à une personne qui aimerait avoir plus d'encouragement, plus de motivation, qui aimerait activer en lui une source de feu sacré, une source intarissable d'abondance, d'amour, de toutes sortes de bonnes choses, pour qu'il soit toujours en pleine forme, pour qu'il ait le feu sacré et pour qu'il soit encouragé en toutes circonstances. Cet après-midi, nous avons passé un moment agréable en présence de Madame Diocho qui a fait la promotion de son livre. Je peux vous assurer que ce livre, c'est vraiment une leçon de vie et je crois que nous nous sommes organisés pour pouvoir nous imprégner de ce livre, pour mieux communiquer et pour moi, pour mieux rêver, parce que la lecture est très enrichissante, combat les idées fausses et vous permet de rêver et de voyager sur place. C'est vraiment l'évasion par la lecture. Sache que pour ouvrir des portes, il faut des clés. Et dans ce livre, il est possible que tu trouves une clé qui va te permettre d'ouvrir des portes que tu pensais qui étaient fermées. Vu la conjoncture actuelle, on a quand même fait attention et puis ça nous a permis de passer un bon moment en respectant les mesures barrières. C'était une très belle découverte pour moi parce que tout ce qu'elle a dit, c'est ce que je ressens. Parce que personnellement, j'ai perdu mon père il y a plus d'1 an. Et elle, c'est vraiment quelqu'un qui est à la recherche de la connaissance de l'être humain. Et c'est ça que j'ai ressenti. Voilà, cette clé pour activer ton feu sacré. L'ouvrage de Siana Diocho, qui est encore en Guadeloupe jusqu'à quelques jours. Alors voilà, on va faire un rappel rapide avant le proverbe du jour. Effectivement, on a reçu Franck Lurel, spécialiste des pompes funèbres. Il nous a expliqué un peu comment ça s'organise aujourd'hui. Ensuite, l'écho Lilian, il va nous montrer son travail artistique, puisqu'il est aussi peintre, il n'est pas seulement conteur. Allez nous joindre comme d'habitude, chronique en nous pointant, gardez-nous. Et on a parlé des verres solaires, des lunettes de soleil. Si vous avez tout raté, vous avez la possibilité de le reprendre sur le replay et c'est sur le Facebook. Et puis la chronique habituelle de Noémie. Aujourd'hui, on a parlé de la façon dont on doit désigner les personnes dans leur physique. L'actualité aussi, c'est la semaine de la presse à l'école, avec l'école Kourama Yeko, où 2 journalistes sont venus expliquer aux jeunes enfants le rôle des médias et comment on aborde l'information. C'est chaque année. C'est la 33e édition de la semaine de la presse à l'école. Projet Caribe 9 ou Caribix, comme on peut l'appeler, permettre le lienage avec la Caraïbe. C'était le webinaire de la région. Puis on a parlé aussi de ce séminaire business fait par Ludivine Gustave Duflo. C'était ce week-end dans un hôtel de Gosier. Comment rebooster son entreprise après cette période difficile de pandémie. Et elle a d'ailleurs sorti un ouvrage qui s'appelle la méthode 5-4-2-1, méthode qui semble-t-il fonctionne. Et puis encore un coach, mais cette fois-ci c'est Siana Diocho, on vient de voir son reportage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, mercredi, mais avant le proverbe du jour, tété pas Jean trop lourd pour l'estomac et chacun est apte à supporter le poids de ses malheurs. C'était le proverbe du jour, extrait de l'ouvrage de Didier Manette. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était comme d'habitude avec Jordan et son assistante Sandy. Et puis nous on se retrouve demain à la même heure, 2h30. Merci d'être avec nous. Bye bye.